L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Non. Winnie, y a de quoi qui cloche là? Je sais pas, j'ai comme un mauvais feeling. T'as pas un mauvais feeling toi? Winnie? Hein? T'as pas un mauvais feeling? T'as-tu barré la porte? Ah non, c'est moi qui l'ai faite, hein? Je me suis pas occupé de la cafetière. Ah mais toi, tu t'en es occupé, fait que c'est pas ça le problème. Les portes de garage, t'as-tu... Non, on n'a pas de porte de garage, pas ça pas en tout. Voyons. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est pas ça. Mon top 5! Numéro 5. Numéro 5, Clans of Caledonia de Juma Al-Juju. Ce jeu-là, en fait, c'est le premier jeu de cet auteur et il frappe très très fort selon moi. C'est un jeu qui se veut être dans la lignée de Terra Mystica parce que c'est un jeu de euro de grande envergure où est-ce que les joueurs vont s'installer sur le plateau et ils vont devoir agrandir leur territoire en compétition avec les autres. Par contre, on ajoute des mécaniques qui sont très intéressantes. La première, c'est la spéculation de commodités. Dans le fond, les différents bâtiments qu'on place sur le plateau nous ramènent des ressources. Ces ressources-là sont utilisées pour accomplir des contrats et les contrats nous donnent parfois des ressources rares. Et plus qu'une ressource rare est produite autour de la table, moins elle va valoir de points en fin de partie. L'autre chose qu'on ajoute dans Clans of Caledonia, c'est le marché général où est-ce que, bon, si on vend d'une ressource ou on achète d'une ressource, ben sa valeur augmente ou diminue. Donc, grosso modo, ces deux choses-là amènent énormément plus d'interaction autour de la table que son prédécesseur parce que dans Terra Mystica, on pouvait vraiment s'aligner dans un seul chemin, puis finalement, pas trop se préoccuper de ce que les autres allaient faire, puis ça allait pas trop déranger notre partie. Ici, par contre, faut être constamment à l'affût de ce que les autres vont faire parce que si je fais un move pendant mon tour, eh bien, ça va influencer ce que l'autre joueur va faire et encore une fois, il faut que j'observe qu'est-ce que les autres vont pouvoir faire pendant leur tour et activer les choses que je dois faire immédiatement. Donc, on priorise vraiment nos actions selon ce que les autres joueurs font. C'est super intéressant pour ça, Clans of Caledonia, et il aurait remplacé d'ailleurs Terra Mystica dans ma bibliothèque parce que j'ai tout le temps hâte de jouer à Clans of Caledonia. Vive les Écossais et la bière, d'accord? Par contre, appelle pas ton enfant Juma, parce que Juma, c'est pas beau, hein? À un moment donné, t'aimes ton enfant, donne-lui un beau nom, tu sais, je veux dire, Jumanji? Jumanji? Juma... Numéro 4. Numéro 4, Wendake de Danilo Sabia, qui est un jeu qui aurait dû recevoir davantage d'attention selon moi pour plusieurs raisons. Premièrement, la thématique qui est hyper bien rendue au niveau des tribus amérindiennes qui se combattent les unes avec les autres. D'ailleurs, très apprécié, on a un annexe historique de l'auteur pour contextualiser un peu toute la situation qu'il essaie de représenter dans le jeu. Et deuxièmement, les mécaniques de jeu qui sortent complètement de l'ordinaire. Comme par exemple, si on regarde les scores, le score final va être additionné en fait de ces différentes pistes-là. Donc on a une piste ici par exemple de rituel, on a une piste ici d'économie, une piste de masque et finalement une piste de guerre. Et ce qu'on va faire en début de partie, c'est qu'on mélange les différentes pistes. On va faire des duos de pistes, comme par exemple ici, je vais avoir le duo le rituel et l'économie. On place ça en haut du plateau et on place les deux autres en bas. En fin de partie, on compte la piste qui est la moins avancée ici et la piste qui est moins avancée là. Et on fait l'addition des deux et c'est notre score final. Ce qui fait en sorte que
On peut jamais rester inactif sur un des différents champs d'action. Il faut toujours être capable de bien équilibrer nos actions. Et c'est super intéressant la dynamique que ça l'amène dans le jeu. Et il y a plusieurs autres mécaniques comme ça, comme par exemple la mécanique de sélection d'action qui va se passer sur le plateau personnel des joueurs. Les joueurs vont recevoir 9 tuiles au départ de la partie et vont devoir faire leurs actions selon ce qui est placé à l'horizontale, à la verticale ou à la diagonale. Une fois qu'on a pris nos actions, on tourne les tuiles et ça nous donne accès à d'autres actions. Et on va pouvoir augmenter la force de ces tuiles-là au fur et à mesure de la partie. C'est un genre de 4X sans l'exploration, mettons, où est-ce que bon, faut aller sur différentes terres, faut s'expansionner, exploiter et aussi exterminer les autres joueurs. Et plus qu'on rentre dans cette dynamique-là, plus que la confrontation est intéressante, puis tout ça, parce que on n'est jamais, on est toujours actif sur les différents fronts. C'est un jeu qui est tellement intéressant sur plusieurs points. C'est pas un jeu qui est parfait, il y a quelques petits défauts, mais c'est vraiment une belle perle que j'ai découvert cette année, puis que je voulais vraiment vous partager en fait. C'est Wendake, et c'est important de noter qu'à Wendake, c'est toujours l'Halloween à cause des citrouilles. C'est pas vrai. C'est juste parce que c'est bon, c'est dans le mois d'octobre, puis il y avait plein de citrouilles, puis ils faisaient plein de trucs comme ça. Ouais, la citrouille, la tarte aux citrouilles. Numéro 3. Numéro 3, Guards of Atlantis Tabletop MOBA. Ça nous vient d'un auteur de l'Europe de l'Est qui est plus ou moins connu. C'est sa première œuvre. Ça a été financé sur Kickstarter. Mais malheureusement, ça n'a pas levé plus que ça. Probablement à cause d'une absence médiatique pour le jeu. Mais c'est un jeu qui est vraiment excentrique. Tu n'auras jamais une expérience comme ça ailleurs. Ça se veut être une représentation d'un type de jeu vidéo que l'on appelle un MOBA. Multiplayer Online Battle Arena. Dans le genre de Overwatch, League of Legends, bref, une équipe de 4 joueurs contre une autre équipe de 4 joueurs. On représente chacun un héros et le but c'est très simple, c'est de rentrer dans l'autre équipe, de leur fesser dedans puis d'aller conquérir leur base. L'affaire c'est que à travers le jeu, on va être capable de évoluer, donc augmenter le pouvoir de notre héros grâce à une évolution de cartes. Tout le monde en fait joue de façon simultanée une carte de leur main, tour après tour, et on va résoudre les différentes cartes selon l'initiative. Donc c'est un jeu qui est très rapide. Hein? On parle d'un jeu qui peut créer 2 équipes de 4 joueurs chacun, qui peut se durer jusqu'à 2h30. C'est quand même quelque chose d'extravagant, puis c'est rare qu'on peut voir des jeux qui réussissent à accomplir ce défi-là. C'est un jeu qui est super intéressant, mais qui malheureusement ne concorde pas avec beaucoup de joueurs parce que c'est très confrontationnel. Faut que tu sois prête à te faire rentrer dedans et accepter que tu as fait une erreur pis ça. Puis c'est surtout un jeu qui te demande d'être très attentif aux cartes des autres joueurs et aussi le type de héros que les autres joueurs possèdent. Il y a beaucoup de choses qui sont très uniques à ça, mais j'ai joué avec des amis qui jouent énormément à ce type de jeu vidéo-là et ils m'ont dit que c'est une représentation quasi parfaite du MOBA. La seule différence, c'est que dans le MOBA jeu vidéo, il faut se concentrer à tuer les héros adverses, alors que dans celui-là, il faut se concentrer un peu plus vers les soldats ennemis, ce qui va nous aider à avancer puis cheminer vers la base adverse. Bref, vraiment un excellent jeu. Ça mérite d'être essayé. Ça mérite d'être expérimenté à plus de 3 joueurs par équipe parce que ça te montre une expérience de jeu hors du commun. Essaye de, tu sais, si ça te tente, là, mané, là, contacte-moi. Hein, on va jouer à ça avec tes amis. Tu vas voir, ça va être génial. Guards of Atlantis, Tabletop MOBA. MOBA. Numéro 2. C'est bientôt fini. Numéro 2 est la preuve que Board Game Geek n'est jamais une valeur sûre pour évaluer les jeux et c'est Alexandria.
Dans Alexandria, en fait, on est des personnages qui sont pris dans la librairie d'Alexandrie et qui veulent récupérer différents documents, différents objets avant que le tout brûle, puis de ça. L'affaire, c'est qu'on veut avoir différents éléments qui sont pas tous les mêmes et donc les personnages sont complètement asymétriques, c'est-à-dire que ça se peut que moi, je veuille aller récupérer le plus possible de documents romains alors que mon joueur à côté veut tout simplement placer des trappes partout dans la librairie et qu'on tombe dedans et lui, ça lui fait bien gros plaisir, fait qu'il va faire des points de cette manière-là. Le jeu, en fait, dans son asymétrie, représente en fait une espèce d'entre-deux entre Vast, Crystal Cavern, puis Chaos in the Old World, et ça en dedans d'une heure et demie. Oh yeah! Il y a quelques petits problèmes à ce jeu-là. On a premièrement l'histoire de l'ergonomie, les composantes de jeu qui sont plus ou moins de haute qualité et aussi le fait que c'est très occupé les différents espaces. Hein? Donc, ça arrive très souvent que ton pion va tomber sur le côté parce qu'il y a trop de choses sur la tuile où est-ce que tu vas aller. Bref, il y a ça. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est pas le genre de jeu que tu peux juste lire le livre de règles et t'embarquer là-dedans puis tu vas avoir du fun. Il y a aussi un livre de conseils et de stratégie qui est, selon moi, nécessaire, primordial à lire avec le livre des règles. Si tu lis ça, mais tu lis pas ça, tu n'auras jamais une belle expérience. Faut que tu enlèves tes lunettes de joueur euro et que tu enlèves tes petites pantoufles et que tu accueilles Alexandria pour le trésor qu'il est. Parce que ce jeu-là va t'amener quelque chose de super intéressant. La première partie va être difficile, tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer de voir l'ensemble et tout ça, mais la deuxième, la troisième, la quatrième partie va être super le fun parce que tu vas vouloir utiliser des personnages que tu n'as pas utilisés auparavant. Tu vas avoir une dynamique de jeu complètement différente, aussi dépendamment des joueurs autour de la table. Et d'ailleurs, chaque fois que moi je l'ai expliqué puis que j'ai démontré en fait comment est-ce qu'on joue et comment est-ce qu'on doit approcher le jeu, les gens ont beaucoup apprécié l'expérience qui sortait énormément de l'ordinaire. Alexandria, c'est pas le genre de jeu qui va être flashy pis tout ça, mais c'est un jeu qui est très subtil dans son approche et c'est ça qui a fait sa beauté, c'est ça qui a fait en sorte qu'il m'a vraiment charmé, c'est la subtilité qu'il y a derrière la présentation du jeu pis tout ça. Bref, aie du plaisir et laisse-toi enflammer dans ton cœur pour ce jeu-là. C'est beau, hein? À part le petit gars là, qui a une moustache molle pis ça, puis une petite barbe, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est beau, hein? Numéro 1. C'est sûrement le meilleur. Mon numéro 1 ne sera pas quelque chose, un gros hit de cette année, hein? Ce sera pas Gloomhaven, Pandemic Legacy saison 2, Charterstone. Tu me connais mal si tu pensais que c'était ça. Mon numéro 1, et ceci, c'est The Real Confluence, et on dit c'est The Real, not Side Rail. C'est un jeu, en fait, de négociation pur et dur, ok? Imagine, en fait, un mix entre les races avec pouvoirs spéciaux de Cosmic Encounter, mixé avec l'espèce d'intensité de négociation de Chinatown super rapide entre les joueurs, avec une gestion de cubes en bois super serré, un peu à l'Agricola, et finalement, on met la cerise sur le sundae, qui est un engine building qu'on va tranquillement construire au fur et à mesure de la partie. Si je t'ai perdu, là, c'est pas grave, parce que sérieusement, ce jeu-là est relativement simple dans ses mécaniques, mais oh boy que une fois qu'on commence à jouer, le feu est parti, là, c'est incroyable. J'ai installé cette boîte-là chez des amis, on a sorti le stock et tout le monde chialait, tout le monde critiquait. « Ah, là, ça a l'air plate, c'est donc ben dégueulasse, le stock, le matériel est pas beau, pis tout ça. Il n'y a pas de figurines en plastique, il n'y a pas des beaux graphiques, il n'y a rien, là, tu sais. C'est fonctionnel comme esthétique, puis that's it, that's all. J'ai expliqué les règlements et en dedans de 30 secondes, c'est même pas une blague, tout le monde était déjà debout sur sa chaise en train de négocier. « Ah, tu veux-tu telle affaire? Tu veux-tu telle affaire? Moi, je suis prêt à t'échanger telle affaire. Mais là, t'es en train de faire, ah, c'est pas juste, man. Ok, tu voulais faire l'échange? Ok, parfait, on va le faire. Toi, tu veux ça? Moi, je suis prêt. Ah, si tu me donnes ça. Ah, ok, parfait, on va le faire, pas de problème. » Et c'était parti. C'est fou, ce jeu-là. T'es dans l'expérience et tu comprends exactement où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles avec tes skis dans le bain. Puis à un moment donné, tu finis le jeu puis tu fais comme, ok, là, on a vécu
quoi d'intense, là. Parce que t'es pendant 2 heures et demie sur le bout de ta chaise en train de vouloir dealer des choses. Parce que le jeu fonctionne de façon vraiment spéciale. En fait, ce que tu produis en tant que joueur, les ressources que tu produis ne te seront jamais utiles à toi-même. En fait, il va falloir continuellement que tu les échanges aux autres joueurs pour obtenir ce que toi tu as besoin. Donc, on est dans une nécessité de négocier avec les autres joueurs continuellement. Et c'est ça qui fait la beauté de ce jeu-là, c'est le fait que on est tout le temps en train de négocier. Même ton pouvoir de race est pas nécessairement utile pour toi. Il va être utile en tant que levier de négociation. Et c'est ça qui va te faire gagner, c'est quand tu vas faire bénéficier les autres de ce que tu possèdes pour être capable de bénéficier de ce que les autres possèdent puis qui vont t'aider toi. C'est génial ce jeu-là, cette espèce de synergie en fait, de partage, puis c'est vraiment ça l'essence de ce jeu-là. Juste une mécanique par exemple, c'est que si tu dis, tu sais, ben je te donne ça plus tard dans le jeu, ben t'es lié à cette négociation. Là, tu n'as pas le choix de respecter l'entente. Si tu n'es pas capable de la respecter, tu perds des points de victoire. Donc, il y a comme une espèce d'entente puis de partage tout le temps de communauté. Hein? Et c'est le fun au bout de vivre ça tout ensemble. Sérieusement, là, ce jeu-là, si tu veux sortir si tu veux sortir d'une expérience de jeu puis que tu te poses énormément de questions, tu fais comme qu'est-ce qu'on vient de vivre, gang, sérieusement là. Ou encore si tu veux juste quelque chose de négociation, sérieusement là, considère-le puis essaye de le trouver pour vrai. Ça vaut vraiment la peine ce jeu-là. Je te le dis. Tu rates pas ta chance. Alors, c'était mon top 10 de 2017. J'espère que tu as apprécié. Pour ma part, je vais faire en fait une vidéo dans le mois de mai ou juin pour réviser mon top 10 de 2017. Il y a plusieurs jeux que j'ai pas encore essayé qui datent de 2017 et que j'ai vraiment le goût d'essayer et que j'ai vraiment envie de vouloir tester à quelques reprises pour voir est-ce qu'ils pourraient s'insérer dans mon top 10 de 2017. Donc ça, on va parler de ça dans 4-5 mois. L'autre chose, c'est que j'aimerais en fait partager d'autres jeux qui m'ont bien surpris, que j'ai bien gros apprécié cette année. Je vais le faire dans un article sur Passion Board Game. Tu pourras voir le lien de l'article dans la description du vidéo. Donc voilà, écoute, je sais pas trop quoi te dire d'autre dans une conclusion. Écoute, c'est ça qui était ça. Fait que regarde, j'espère que tu as apprécié, puis on se revoit bientôt. Et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! C'est fini là. C'est fini. Fini.